Bienvenue, merci de nous suivre sur RTI 1 pour l'actualité. À la une ce soir, la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU va se tenir du 22 au 27 septembre prochain. Le vice-président Tshemoko Meïlie Kone est arrivé sur place à New York hier vendredi. Il va prendre part aux travaux et représenter le président Alassane Ouattara. À Dimbokro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, 150 élèves de l'école primaire publique d'Assebrokro ont reçu des kits scolaires et aussi des kits alimentaires. Le ministre de l'Enseignement supérieur a procédé à la remise de ces kits, en plus de récompenses décernées aux meilleurs élèves de l'année écoulée. Renforcer la coopération et l'efficacité des huissiers de justice à travers le continent. Le colloque des commissaires de justice africains tenu à Abidjan a ouvert les échanges sur la question. Cette rencontre initiée par l'Union africaine des huissiers vise à faire des propositions pour l'amélioration des droits d'exécution des décisions de justice. Et puis, ces manifestations en France, alors même que l'annonce du nouveau gouvernement est imminente, des milliers de personnes sont descendues dans les rues ce samedi à Paris. Elles dénoncent le gouvernement Macron-Barnier à l'appel de la France insoumise, des écologistes et d'associations de la société civile. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur RTI 1. Dans la page culture, ce samedi, nous recevons un auteur, une œuvre, Gouvernance d'entreprise en Afrique, guide de l'administrateur et du directeur général, un livre de Bakary Traoré. Il parle des bonnes pratiques, des normes internationales liées à la gouvernance, ainsi que des sujets comme la responsabilité sociétale des organisations et l'éthique. L'auteur l'a voulu dans un style simple pour faciliter la consultation des différentes thématiques. Bakary Traoré, bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous portez plusieurs casquettes. Je vais citer ce soir l'écrivain, le docteur en droit des affaires et droit économique et l'expert en gouvernance. Nous allons échanger avec vous sur cette œuvre tout juste après le point de l'actualité. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Je vous propose des images de l'arrivée du vice-président ivoirien à New York. Il va y prendre part à la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU du 22 au 27 septembre prochain. Tshemoko Meïlie Kone représente le président Alassane Ouattara à cette session qui s'ouvre demain sur le thème central de l'unité dans la diversité pour l'avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour tous. Ici, en Côte d'Ivoire, précisément à Bouna, dans le nord-est, les populations de la région du Bounkani ont décidé de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. Grâce à leur présence, le grand banditisme a été considérablement réduit et la menace terroriste dans la région est sous contrôle. La cérémonie a été parrainée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, avec à ses côtés la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba. 917 soldats issus des derniers contingents ivoiriens au Mali et ceux de retour de la mission d'appui à la stabilisation de la Guinée-Bissau décorés à l'état-major général des armées. Pour rappel, le savoir-faire en matière d'opération de maintien de la paix des forces armées de Côte d'Ivoire a été révélé et salué à travers 2 prix du meilleur bataillon du secteur ouest de la MINUSMA. Amadou Ouattara, Zakaria Traoré. Décoration des personnels militaires de retour de mission extérieure. Il porte fièrement désormais la médaille des armées, le colonel Lakofi Eric, chef de la division plan opération de l'état-major général des armées, porte-parole des casques bleus ivoiriens décorés, voit en cette distinction une invitation à faire mieux pour toujours porter haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Le bataillon Ivoire 2, comme on l'appelait là-bas dans le secteur ouest, la 5e compagnie de protection de Mopti-Sévaré, le premier hôpital de niveau 2 de la Guinée-Bissau, les officiers d'état-major, tous ressentent la fierté d'avoir porté haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. L'hôpital de niveau 2, conçu pour soutenir médicalement les contingents de la CEDEAO engagés dans la mission d'appui à la stabilisation de la Guinée-Bissau, a largement dépassé ses fonctions et est devenu l'hôpital de référence du pays. La compagnie de protection, de son côté, s'est illustrée de la plus belle manière lors des attaques terroristes contre la ville en avril 2029.
Elle a été le rempart qui a empêché les assaillants de prendre pied sur l'aéroport et les locaux des Nations Unies. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, revient sur l'intérêt d'une telle cérémonie qui reconnaît l'engagement des soldats ivoiriens. Leur engagement sur ces divers théâtres d'opération à plusieurs niveaux de responsabilité témoigne de la volonté affichée de la Côte d'Ivoire d'aider des nations sœurs à renouer avec la paix d'une part et d'autre part de se positionner en acteur majeur dans la préservation de la sécurité sous-régionale. C'est un total de 917 décorés, des soldats issus des derniers contingents ivoiriens au Mali et de la mission d'appui à la stabilisation de la Guinée-Bissau. Dans la zone centre de la Côte d'Ivoire, à Dimbokro, les élèves de l'école primaire publique d'Assé-Brokro ont reçu des kits scolaires, des kits alimentaires et du matériel didactique. Le ministre de l'Enseignement supérieur a procédé à la remise de ces kits en plus de récompenses décernées aux meilleurs élèves de l'année écoulée. Khalid Diomandé. Solidaires, des parents d'élèves financièrement éprouvés. En cette rentrée scolaire, le ministre de l'Enseignement supérieur, Adama Diawara, offre des kits scolaires et alimentaires aux 150 apprenants de l'école primaire publique d'Assé-Brokro, dans le département de Dimbokro. Et pour prôner l'excellence, les meilleurs élèves de l'année écoulée reçoivent du numéraire en guise de récompense. À cela s'ajoute du matériel informatique au profit de l'établissement. Je ne peux que dire merci au ministre de l'Enseignement supérieur parce qu'en ce temps de vache maigre, il est difficile de payer les fournitures scolaires. Mais le ministre a permis que nos enfants puissent aller à l'école en cette année 2024. Nous sommes très contents de recevoir ces kits. Nous promettons au ministre de travailler bien à l'école. La générosité du ministre Adama Diawara s'est étendue à la mutuelle d'Assé-Brokro, qui a reçu un lot de chaises pour les éventuels événements dans le village. La totalité de ces dons, évalués à des dizaines de millions de francs CFA, vise à renforcer l'impact social des actions du gouvernement. Le programme présidentiel 2021-2025 du président Alassane Ouattara est intitulé « Pour une Côte d'Ivoire solidaire ». Évidemment, le président de la République et son épouse font au quotidien montre de cette solidarité envers l'ensemble de la population ivoirienne. Vous voyez, le président de la République, il donne l'exemple, donc ses collaborateurs, dont je fais partie, nous avons le devoir de relayer cette action présidentielle sur le terrain. Donc c'est ce que je viens de faire aujourd'hui au profit d'Assé-Brokro. Dans leur ensemble, les populations d'Assé-Brokro ont promis d'œuvrer au raffermissement de la cohésion sociale, chère au président de la République, Alassane Ouattara. La communauté éducative, quant à elle, s'est engagée à améliorer les résultats scolaires. À Kabala, dans le département d'Odiéné, district du Denguélé, les élèves ont aussi reçu des kits scolaires et des conseils de la ministre Kabaniale. Elle entend ainsi inciter ces élèves au travail bien fait et leur permettre d'entamer l'année scolaire 2024-2025 en toute sérénité. Éric Goré. Les écoliers de Kabala à l'honneur avec un note du jour particulier en cette rentrée scolaire 2024-2025. Kabaniale, ministre de l'économie, du plan et du développement, est allé apporter son soutien par une distribution de kits scolaires et des conseils avisés à ses bénéficiaires. Illustration dans cette école primaire qui porte son nom. Une action qui s'inscrit dans la politique du gouvernement ivoirien intitulée « L'école pour tous ». Écoliers, parents d'élèves, enseignants accueillent cette action de manière favorable. Kabaniale ne veut pas rester en marge de cet engouement de rentrée scolaire qui implique le système éducatif et ses partenaires. Les populations m'ont fait l'insigne honneur de faire porter mon nom à l'école primaire publique de Kabala. C'est l'occasion pour moi de remercier très sincèrement la communauté villageoise de Kabala et lui dire profondément merci. Je puisse affirmer, voire confirmer, qu'une telle considération à mon égard contribue, à n'en point douter, à renforcer davantage les liens historiques qui me lient à ce chaleureux village. Donner la même chance à tous les élèves et écoliers de Côte d'Ivoire, où qu'ils soient, quelles que soient leurs conditions de vie, est le motif premier de la donatrice.
Et aussi retourner sur les bancs, même pour tout juste 2 jours. Les huissiers de justice de l'Union africaine se sont réunis à Abidjan. L'événement a rassemblé des professionnels de plusieurs pays africains pour discuter de sujets liés à la profession, notamment les mécanismes de recouvrement et l'efficacité des procédures. Anaël de Krisa et Souleymane Donissangou. Plus d'une cinquantaine de commissaires de justice en provenance de plusieurs pays d'Afrique réunis en conclave à Abidjan. Leur réflexion porte sur le droit de l'exécution et les mutations juridiques en Afrique. Les participants vont pendant 2 jours décortiquer ce sujet qui met en lumière les différents changements qui interviennent dans le corpus juridique relatif au droit de l'exécution dans différents pays. L'efficacité du droit de l'exécution conditionne en grande partie le développement économique, la sécurisation des affaires et la sécurité juridique dans un pays. Plus le droit de l'exécution est mis en valeur, exécuté et efficace, plus la confiance est restaurée parmi les investisseurs et en même temps, la paix sociale peut régner. La Côte d'Ivoire prend part à ces séances de réflexion à travers le ministère de la Justice. C'est ensemble que nous devons construire un droit de l'exécution adapté aux réalités africaines, un droit qui prend en compte la diversité de nos systèmes juridiques tout en s'ouvrant aux pratiques modernes et innovantes. Je tiens à vous réaffirmer l'engagement du gouvernement ivoirien à soutenir toutes les réformes visant à renforcer notre système judiciaire. Cette initiative de l'Union africaine des huissiers de justice se tient tous les 2 ans. Elle vise à renforcer le système juridique africain. À Davao, les Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire, les femmes du district autonome des Lagunes ont évoqué les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Pour cette 8e édition, elles sont venues de Lamé, de l'Agné-Bichiassa et des Grands Ponts. Elles ont échangé avec la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant dans ce cadre qui constitue un dialogue direct pour comprendre leurs besoins et préoccupations. Amidia Rassouba, Hervé Mbois. Sur pied depuis l'aurore pour avoir les premières places aux Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire, les femmes du district autonome des Lagunes ont pris d'assaut l'espace Henri Konon-Bédié de Dabou. Tout en symbiose avec Nassene Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elles ont écréné un chapelet de difficultés avant de faire des doléances. Ici, nous avons des problèmes sérieux. Nous n'avons plus de terre pour planter le manioc. Alors, elles ont souhaité, l'État essaie de trouver vraiment de l'espace pour elles. Nous voulons avoir des broyeuses ambulantes qui vont broyer nos maniocs. Et puis maintenant des machines pour faire la semoule de notre attiéké. Parce que nous sommes des femmes battantes. Nous savons qu'elle va faire quelque chose pour nous. Aujourd'hui, elle a pris acte de tout ce que nous avons pu identifier et lui transmettre. Et elle nous a rassuré que le président travaille dans ce sens pour que la femme ivoirienne soit épanouie. Ces assises s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du chef de l'État et de son gouvernement. Permettre à la femme de rêver à un avenir plus radieux. L'organisation des présentes assises constitue une légitime initiative qu'il importe de saluer. Qu'elle vise, dans ses principes, à construire une plateforme nationale de solidarité féminine, à influencer dans l'Union les politiques publiques en faveur des femmes. Le rêve d'une Côte d'Ivoire solidaire et prospère, caressé et réalisé avec maestria par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ne saurait s'écrire sans les femmes de Côte d'Ivoire. Elles y occupent une place cardinale, comme en témoignent les investissements importants au profit de l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations en général et des femmes en particulier. Son abnégation lui permet d'écrire les plus belles pages de l'histoire de la femme en Côte d'Ivoire. Nassene Batoura salue l'acharnement de ces braves femmes à la tâche. Dès 2012, il a autorisé la mise en place du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, piloté avec dextérité par Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Ce fonds déployé dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, y compris l'Agné-Bichiassa, Lamé et les Grands Ponts, a aidé à ce jour plus de 400 000 femmes à devenir autonomes et à apporter du bonheur à plus de 2,5 millions de familles à travers ce pays. D'autres initiatives telles que le Fonds Bassi, lancé en 2017, et le Fonds national Femmes et Développement soutient aussi l'entrepreneuriat féminin. Lorsqu'elle finira de sillonner tous les districts du pays,
Les résultats de ces échanges seront compilés dans un livre blanc qui sera présenté au président de la République, Alassane Ouattara, afin de prendre en compte les aspirations des femmes dans l'élaboration des politiques nationales. Le samedi 28 septembre prochain, les populations du district autonome du Bassa-Sandra vont rendre hommage au président de la République. Elles font le point et se félicitent des réalisations qui ont positivement changé leur quotidien, leurs conditions de vie et de travail, ainsi que le visage même du sud-ouest ivoirien. Sam Conan. Le district autonome du Bassa-Sandra s'apprête à rendre un hommage mérité au président de la République Alassane Ouattara. À moins d'une semaine de cette journée de reconnaissance, San Pedro, la capitale du district autonome du Bassa-Sandra, fait sa toilette pour accueillir les personnalités qui viendront à cette cérémonie. Du côté du comité d'organisation, les réunions préparatoires se multiplient afin de tout calibrer. La mobilisation et le transport des personnes n'est plus un souci. Pour le ministre-gouverneur Philippe Légré, superviseur général du comité d'organisation, les populations du Bassa-Sandra ont raison de sortir nombreux pour témoigner leur gratitude. Dire merci au président Ouattara, c'est honnête de notre part, c'est républicain, c'est citoyen. Parce que, vu ce qu'il a fait pour nous, aujourd'hui notre district n'est plus enclavé. Tu dois avoir des choses dans le district le plus enclavé de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses ont changé. Et nous sommes contents du président Ouattara. Pour montrer que nous sommes contents, c'est à nous dans le pays d'Est. Les différentes commissions sont à pied d'œuvre pour les derniers réglages afin de garantir la réussite de l'événement prévu le samedi 28 septembre 2024 à la place Rotary de San Pedro. Dans le même temps, on dresse le bilan de l'hommage rendu au président Alassane Ouattara dans le Grand Ouest. Quelques jours après la cérémonie dans le district des Montagnes, la présidente du comité d'organisation, Anne-Désirée Ouloto, parle d'une mobilisation exceptionnelle et des acquis importants pour le Guémon, le Cavali et le Tangpi. Didier Nguessan. La ferveur populaire, la cohésion fraternelle et des acquis palpables. Voici à quoi se résume l'hommage au président de la République dans le district des Montagnes. À l'heure du bilan, la présidente du comité d'organisation, Anne-Désirée Ouloto, se satisfait du lien qui s'est renforcé autour de l'événement entre les cadres et les ressortissants du Tangpi, du Guémon et du Cavali. Au niveau de la ferveur populaire, le déplacement massif des populations venues de toutes les contrées du district autonome des Montagnes pour aller à Guiglo, mais également du Grand Ouest et de toute la Côte d'Ivoire, est une des preuves d'un magnifique élan de satisfaction, d'émotion et de joie pour dire merci au grand bâtisseur qu'est le président de la République, Alassane Ouattara. De l'électricité à l'eau potable et les projets sociaux, en passant par la voirie, la santé et l'éducation, la cheville ouvrière du concept Allons à Guiglo a égrené un chapelet d'investissement au profit du district des Montagnes. Nos régions sont désormais électrifiées. Dans le Cavali, vous avez environ 95% de taux d'électrification des villages. Les stations de traitement d'eau potable dans la région du Tangpi et du Cavali, avec des réparations de pompes à motricité humaine, avec des constructions de châteaux d'eau. Au niveau des infrastructures routières de Yamsoko à Mans, toute la route bitumée a été totalement réhabilitée. Des lycées, des collèges de proximité, des milliers de salles de classe construites sur toute l'étendue du district. La politique du gouvernement a consisté aussi à soutenir les ménages vulnérables, indemnisation des victimes des crises, filets sociaux, création de fonds tels que le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, création de fonds spéciaux destinés aux jeunes de façon globale. Ce sont également des milliers de
familles qui ont bénéficié de filets sociaux. Pour la présidente du comité d'organisation, le 14 septembre sonne comme un nouveau pacte de confiance entre les populations du district des montagnes et le président de la République. Bolouville et Ondoussi, dans le département de Tiasalé, ont connu des animations toutes particulières ces dernières semaines, des activités sociales, culturelles et sportives. Le député de la circonscription, Charles Niaouré, a invité les populations à prendre part à l'opération de révision de la liste électorale. Patricia Omouetia. Pour cet élu, il est important de mobiliser la jeunesse de Bolouville et Ondoussi autour de la révision du prochain listing électoral. Nous sommes tous de Bolouville et nous devons travailler à ce que dans l'union, la cohésion et la fraternité, nous arrivions à développer le Bolouville, nous arrivions à donner les moyens de développement à cette jeune sous-préfecture. Et je voudrais être toujours à vos côtés pour réussir ce challenge. Course de pirogue, concours culinaire, dons aux femmes sont entre autres les activités qui ont meublé l'édition 2024 des Journées de la cohésion et de l'union à Ondoussi-Bolouville. En attendant l'édition 2025, les populations ont tous choisi la paix et la cohésion pour ensemble contribuer au développement prôné par le président Alassane Ouattara. Autre activité socio-culturelle et sportive, cette fois à Kouto, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Pendant un mois, le tournoi de football doté du trophée Dominique Ouattara a rythmé le quotidien des jeunes. La finale de cette compétition sportive a bouclé dans une belle ambiance la période des vacances scolaires. Le reportage est signé Charles Tatou. Le football, dit-on, est facteur de rapprochement et de l'unité des peuples, gage de la cohésion sociale. À Kouto, dans la région de la Bagoué, cette discipline sportive contribue à la saine occupation des jeunes durant les vacances scolaires. Avec des rencontres du tournoi de football doté du trophée de la première dame, Mme Dominique Ouattara. À l'affiche de la finale de l'édition 2024, l'équipe de Chigata FC en blanc-noir et celle de la Bagoué FC en jaune. Après s'être jetées dans une rude bataille, les deux concurrentes du trophée Dominique Ouattara se retirent pour la pause sur un score vierge. À la reprise, affichant une égalité en matière de performance, les deux équipes vont séduire le public par leur technique de touche de balle. Les joueurs en jaune ouvrent la marque. Peu de minutes après, les blancs-noirs parviennent à l'égalisation. Mais plus entreprenante, l'équipe de la Bagoué FC va doubler sa marque. Score final au terme du temps réglementaire de cette rencontre de finale. 2-1 en faveur de la Bagoué FC. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, venu rehausser la finale de sa présence, témoigne sa reconnaissance à la première dame de Côte d'Ivoire, à Mme Dominique Ouattara, pour cette compétition qui crée la joie à Kouto. Le nom, c'est le trophée Dominique Ouattara, donc première dame de Côte d'Ivoire. C'est vraiment un exemple pour cette jeunesse également. Je pense que tous ont pu tirer des enseignements, des valeurs qu'elle promeut tous les jours. Et ces valeurs, c'est des valeurs de solidarité, c'est des valeurs de paix. Rendez-vous donc en 2025 pour une autre édition. En France, des milliers de personnes se sont retrouvées ce samedi en début d'après-midi à Paris. Elles dénoncent le gouvernement Macron-Barnier à l'appel de la France insoumise, des écologistes et d'associations de la société civile. Michel Barnier, désigné Premier ministre par le président Emmanuel Macron, finalise la composition d'un gouvernement plus de 2 mois après des élections législatives remportées sans majorité absolue par la coalition de gauche. Et on s'intéresse maintenant à l'actualité culturelle nationale. La 2e édition du Festival national de la cuisine ivoirienne nous amène dans la ville balnéaire et touristique de San Pedro. Pendant 2 jours, la cuisine traditionnelle, mais également la cuisine moderne et professionnelle ont été mises en avant. Sam Conan.
cette deuxième édition du Festival de la cuisine ivoirienne, dont le thème est « De la culinaire à la gastronomie, met en lumière la richesse et la diversité de l'art culinaire ivoirien ». Monsieur le ministre a décidé, n'est-ce pas, de développer la niche de tourisme appelée tourisme gastronomique. Donc, transformer l'art culinaire ivoirien donc, en gastronomie ivoirienne. Cela suppose d'identifier les mets qui sont de premier plan en Côte d'Ivoire, de les codifier, de les valoriser et de procéder à la promotion donc, de ces mets-là. San Pedro, capitale gastronomique à l'occasion de l'édition 2024. Une ville qui se veut l'une des meilleures destinations touristiques. Je voudrais vous assurer de notre ferme engagement à contribuer au développement du tourisme ivoirien que vous avez positionné si haut en seulement quelques années. Les plats traditionnels et les créations des grands chefs du pays ont été confectionnés et présentés. C'est effectivement une bonne initiative pour moi de faire connaître le fouigna. Parce que le fouigna, c'est un grand menu qui était même le menu principal de l'ex-président Houphouët-Boigny, Nana Houphouët-Boigny, qui avait ce menu comme premier menu avant tout menu. Sublime Côte d'Ivoire dans sa dimension gastronomique pour faire connaître davantage notre pays. Le ministre Siandou Fofana s'en réjouit. Nous comptons sur les prochaines années à faire en sorte que les arts culinaires érigés en gastronomie puissent permettre de développer un tourisme gastronomique et faire voyager aussi la cuisine ivoirienne à l'effet d'étendre notre expansion culturelle à travers le monde. Toutes choses qui sont de nature à faire connaître davantage la Côte d'Ivoire. Le jury, après avoir dégusté les différents mets, a désigné Mme Louba de la direction régionale d'Abidjan Sud, meilleure au niveau de la cuisine traditionnelle. Chez les professionnels, le chef Simon Pierre-Aka, également de la direction régionale d'Abidjan Sud, a eu la palme d'or. Les acteurs de la mode renforcent leurs capacités. L'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire vient de former les acteurs de la mode sur les outils et les rudiments essentiels pour optimiser leurs activités. Il est aussi question de renforcer leur réseau professionnel. La mode Made in Côte d'Ivoire est aussi mise en lumière lors des Marie-Laure d'Ivoire, cette institution qui vise à célébrer les acteurs méritants de la diaspora, ces personnes qui font la fierté du label Ivoire Outre-Atlantique. Une distinction à l'initiative de Marie-Laure Ngoran, journaliste présentatrice sur RTI 1. Et pour la 3e édition, la ville de Milan, capitale européenne de l'art, a vu 20 personnalités distinguées. Retrouvons-y nos envoyés spéciaux, Zakaria Traoré, Franck Quadio et Sidonie Davila. L'Eldorado, c'est ici, la Côte d'Ivoire, terre d'opportunités. Un thème tout trouvé et fort de sens, c'est que l'excellence est une fois de plus au cœur des Marie-Laure d'Ivoire, édition 3 à Milan, 2e ville de l'Italie. L'événement met en lumière 20 talents ivoiriens de la diaspora distingués pour l'impact de leur labeur, tant sur le continent qu'à travers l'Hexagone. Je suis très honoré de recevoir ce prix parce que ça met en lumière les Ivoiriens de la diaspora. Marie-Laure d'Ivoire est un prix pour l'engagement et pour la continuité des actions que nous devons mener. Ça donne envie d'aller de l'avant et de toujours continuer le combat et de faire ce qu'on aime pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. C'est nombreux Italiens qui me regardent toujours en thème. C'est grâce à eux que j'ai été connu dans toute la péninsule italienne et c'est aussi grâce à eux qu'aujourd'hui je mérite ce prix. Le contexte global est un appel déployé contre l'immigration irrégulière par le culte du travail dont la finalité, selon l'initiatrice, est le retour au pays pour participer au développement. Notre équipe Marie-Laure d'Ivoire est venue communier avec les Ivoiriens de la diaspora et on a vu que ces Ivoiriens-là épousent l'initiative. Ils sont excellents, ils sont des personnes remarquables, des personnes inspirantes, des personnes de valeur. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est fière de cette diaspora qui va apporter sa contribution au pays. Concernant la Côte d'Ivoire, la moyenne d'âge des immigrés est jeune, 33 ans selon l'OCDE. Un dynamisme qui devrait mieux s'exprimer, voire davantage selon la tutelle, mais aussi les différents partenaires. Nous sentons que les Africains, les Ivoiriens sont en train de revenir apporter leur expérience, n'est-ce pas, à la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes obligés de l'accompagner. Quand vous regardez le visage de ces jeunes, de ces femmes, de ces hommes
ils sont tous heureux d'être reconnus par leur pays d'origine et c'est une fierté. Identifier les talents de la diaspora et à les mettre en valeur, pour nous, nous ne pouvions que accompagner cette initiative parce que nous avons dans le viseur de faire participer au mieux la diaspora au développement du pays. Rappelons que le concept des Marie-Laure d'Ivoire est une initiative de la journaliste présentatrice ivoirienne Marie-Laure Ngoran, soutenue par la Mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes. Tous les ans, depuis 2 éditions, une ville, quelque part dans le monde, symbole de la vitalité de cette diaspora, abrite l'événement. Et nous arrivons à l'entretien de cette page culture. Gouvernance d'entreprise en Afrique, guide de l'administrateur et du directeur général. Une œuvre de Bakary Traoré, docteur en droit des affaires et droit économique. 425 pages, définition des termes de référence, fiscalité en Côte d'Ivoire, contrat de travail, compte d'entreprise et aussi partage des bonnes pratiques. Tout ceci dans des termes assez simples. Rebonsoir, monsieur Traoré. Bonsoir, madame. Gouvernance d'entreprise en Afrique, c'est le titre, guide de l'administrateur et du directeur général. À qui s'adresse un tel ouvrage? Uniquement aux 2 catégories citées? Dites-nous. Merci, madame. C'est un ouvrage qui, effectivement, s'adresse à ces 2 catégories, aux administrateurs et aux directeurs généraux. Lorsque j'ai rédigé le livre, c'était mon intention. Mais ce que j'ai constaté, c'est que le milieu universitaire l'a également adopté, puisque j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont écrit des thèses et qui m'ont dit « Ah, mais je vous ai cité dans ma thèse. Ah, je vous ai cité dans ma thèse. » Donc, ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc, en fait, c'est un ouvrage qui peut être utile pour tous ceux qui veulent s'intéresser à la question du gouvernement d'entreprise. D'accord. Et vous êtes expert donc en gouvernance, toujours dans le milieu professionnel. Comment vous définissez ce titre? Je pense que si on veut parler d'expertise, ce n'est pas une définition qu'il faut donner. Pourquoi est-ce qu'on considère que j'ai acquis une certaine expertise aujourd'hui? C'est par les connaissances approfondies que j'ai acquises, c'est par les pratiques efficientes que j'ai pu proposer. J'ai aidé à résoudre des problèmes de gouvernance, j'aide à résoudre des problèmes de gouvernance. J'ai fait beaucoup d'audits de gouvernement d'entreprise, beaucoup d'évaluations de conseils d'administration, des audits en éthique, en RSE. Donc, ce sont ces pratiques-là qui font que j'ai été érigé en expert. Je voudrais juste ajouter que lorsque j'ai commencé à travailler, la première fois que j'ai voulu participer à un appel à candidature pour un dossier, c'était au niveau national. Je me disais, est-ce qu'ils vont me prendre? Expert national. J'ai fait ça un certain temps. Et puis après, c'était au niveau régional. Moi, CEDEAO, expert régional. Et puis finalement, j'ai été accepté au NUDI et autres. Et puis finalement, il y a eu expert international. J'ai postulé. Lorsque j'ai été admis par les prescripteurs comme étant un expert, bon, j'ai commencé à écrire que j'étais expert. Comme quoi les valeurs nationales sont aussi reconnues. Merci. Alors on a posé cette question sur l'expertise en gouvernance parce qu'on a longtemps parlé de management en entreprise. Le terme gouvernance d'entreprise est de plus en plus utilisé maintenant, ce qui est votre spécialité. Comment on explique cela? L'explication est simple. Vous savez, souvent, les gens ne comprennent pas tellement quelle est la différence effectivement de gouvernance. Au début, on disait que le management, c'est-à-dire la direction générale, avait pris le pouvoir dans l'entreprise et n'était pas contrôlée d'une certaine façon. Donc la gouvernance est née pour faire en sorte que la société soit gérée, mais sous contrôle, sous surveillance. Donc la gouvernance, si vous voulez, c'est un rôle stratégique qui va servir à définir la vision, le but, donner les orientations, fixer des objectifs, j'en passe. Alors que le management, c'est un rôle opérationnel, de gestion quotidienne, dans lequel le conseil, qui est l'organe de gouvernance, ne doit pas s'y mixer d'ailleurs. Alors vous évoquez plusieurs thèmes dans l'œuvre, mais les notions d'éthique, de responsabilité sociétale apparaissent très souvent. Pourquoi? Est-ce la base même de la gouvernance en entreprise? Alors, une petite anecdote. La Côte d'Ivoire, le secteur privé ivoirien s'est doté d'un code de gouvernance d'entreprise et de responsabilité sociétale. J'ai eu l'honneur de diriger les travaux à l'époque. Et nous avons jugé utile, à cette époque, d'intégrer dans notre code la responsabilité sociétale et
l'éthique. Ça n'a pas été facile, nous l'avons intégré. Mais le temps passant, on s'est rendu compte que tout le monde était allé dans le sens que la Côte d'Ivoire avait déjà adopté. Donc tous les codes de gouvernance qui se font aujourd'hui, c'est pris en compte. Mais pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous allez faire, par exemple, des audits dans une structure, si éventuellement vous trouvez des problèmes financiers, mais les problèmes financiers ne sont que le résultat de mauvais comportements. Et c'est pour cette raison qu'on dit aujourd'hui que le conseil d'administration doit assurer un leadership éthique. La norme internationale sur la bonne gouvernance, qui est la norme ISO 37000, le dit clairement. Si vous prenez le code de gouvernance des sociétés cotées à la BRVM, ça le dit clairement. Ça retient le leadership éthique comme un élément important. Parce qu'après la crise de 2008, on s'est rendu compte que les entreprises qui étaient en faillite, en réalité, avaient tout mis en place, toutes les procédures étaient en place, mais c'était les mauvais comportements. C'était des entreprises malades de l'intérieur. On n'avait pas vu ces maladies. C'est pour ça que l'éthique est devenue aussi importante. C'est devenu le cœur de la gouvernance. À ce propos-là, vous dites d'ailleurs que l'échec d'une entreprise n'est pas l'échec de la direction générale, mais du conseil d'administration. Oui, parce que c'est le conseil d'administration qui doit rendre compte à l'actionnaire ou aux actionnaires. Il est responsable devant les actionnaires. Et le directeur général est responsable devant le conseil d'administration. Parce que le conseil d'administration a un rôle, comme j'ai dit tout à l'heure, stratégique. Si l'entreprise n'a pas une bonne stratégie, elle peut échouer. Parce que l'environnement aujourd'hui est très complexe et très changeant. Mais si la gestion n'est pas contrôlée, n'est pas surveillée, ça ne veut pas dire que c'est un contrôle tatillon pour empêcher que le directeur général travaille. Mais c'est pour faire en sorte que les problèmes soient identifiés à temps pour les régler. Par ailleurs, si le conseil d'administration ne fait pas en sorte de soutenir le directeur général, mais ça va poser. Ils doivent travailler en étroite collaboration et tout. Et puis, bien sûr, il y a la dimension éthique que j'ai soulevée tout à l'heure. Et tout ça, il faut que le conseil d'administration considère qu'il y a une nécessité de faire des évaluations périodiques. Lui-même, en tant que conseil, le directeur, mais des évaluations périodiques. Donc, il y a des outils qui sont développés pour faire ce genre de choses. Alors, Serge Pacome Didier et Sephora Zegui nous proposent un décryptage de votre œuvre et on se retrouve tout de suite après sur ce plateau pour en parler. Gouvernance d'entreprise en Afrique, cette œuvre, écrite par Bakary Traoré, docteur en droit des affaires, comporte des esquisses de solutions pour un meilleur management des entreprises africaines. Dans cet ouvrage, conçu sous forme de questions-réponses, l'auteur démontre l'importance de la bonne gouvernance dans la durabilité des entreprises. Il passe en revue toutes les questions relatives à la gouvernance des entreprises, les origines, le cadre juridique, les standards internationaux, les prérequis, la gestion des conflits et les bonnes pratiques. Cet ouvrage de 425 pages comporte différents sujets susceptibles d'être abordés et traités lorsqu'on parle de gouvernance en Afrique. Gouvernance d'entreprise en Afrique est un guide destiné aux administrateurs et aux directeurs généraux, mais également aux citoyens lambda qui manifestent de l'intérêt pour la gestion, l'administration, le management et la gouvernance d'entreprise. Monsieur Traoré, nous venons donc de voir un résumé de votre livre. Est-ce que le regard de l'auteur que vous êtes est le même sur l'œuvre? Vous savez, quand vous écrivez un livre, c'est par rapport à un certain esprit. Mais lorsque le livre sort, le retour que vous avez auprès des utilisateurs du livre change un peu votre vision. Parce que lorsque vous êtes auteur, que vous écrivez un livre, à un moment donné, il faut s'arrêter parce que le livre ne sortira jamais. Oui, on voit là que c'est la 3e édition, non? Oui, il y a c'est écrit, revu et augmenté. Il y a des choses que vous voulez mettre, mais vous dites, bon, la prochaine fois je vais le faire, c'est comme ça qu'on fait des revues de livres et tout. Et donc, après vous vous dites, peut-être que la prochaine fois, il faudrait que je mette telle ou telle chose. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je note à côté tous les éléments que je pourrais utiliser pour améliorer cette 3e édition. Parce qu'il y a pas mal de choses aujourd'hui qui sont, vous avez la cybercriminalité qui s'est développée, dont le Conseil doit s'intéresser. Vous avez le changement climatique. Le changement climatique est un sujet qui doit être autour de la table du Conseil d'administration aujourd'hui. Vous avez la protection des données à caractère personnel. Donc, ce sont des sujets que je n'ai pas traités ici vraiment, mais qui feront l'objet de traitement. Et puis surtout, les bonnes pratiques. Vous avez par exemple la question du comportement de l'administrateur au sein du Conseil d'administration.
c'est un sujet important. Parce que si les gens n'ont pas de bon comportement au sein du conseil d'administration, vous allez avoir ce qu'on appelle un conseil dysfonctionnel. Il y a un certain nombre d'éléments qui caractérisent un conseil dysfonctionnel, c'est-à-dire qui ne fonctionne pas bien. On ne va pas donner tous ces éléments, ils se retrouvent dans le livre. Quand vous parlez de notes, de nouvelles thématiques, le livre est écrit sous forme de questions-réponses. Est-ce que ce sont des questions qui vous sont le plus souvent posées, qui se retrouvent dans ce livre? D'abord, je suis parti d'une hypothèse. Lorsque vous allez dans un supermarché pour acheter, je dis n'importe quoi, je ne sais pas moi, un fer à repasser, vous cherchez le rayon où se trouve le fer à repasser. C'est là-bas que vous allez, parce que vous n'avez pas envie de perdre votre temps, vous promener dans tous les supermarchés. À chercher d'autres choses, oui. Donc, c'est cet esprit-là, je me suis dit, mais aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps. Si quelqu'un a besoin de savoir, d'avoir une réponse sur, par exemple, le rôle du conseil d'administration, il faut qu'il puisse avoir ça directement dans la table de matière. Et puis, il y a d'ailleurs une version électronique qui va venir. Et puis, on peut utiliser le livre de façon plus facile, au lieu d'être obligé de tout lire pour chercher un point d'intérêt. C'est ce qui a motivé la question-réponse. Très bien, M. Traoré. Dernière question pour terminer. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, quel est le niveau des entreprises, aussi bien publiques que privées, en termes de gouvernance? Est-ce qu'on peut l'évaluer? Alors, il y a 3 groupes d'entreprises. Vous avez les entreprises avec des présidents de conseil d'administration engagés, qui veulent vraiment faire la gouvernance soutenue par leur direction générale. En général, les choses se passent bien. Parce qu'en fait, l'État a bâti ce que j'appellerais l'infrastructure macro de tout ça. On va citer rapidement les 3 groupes dont vous parlez. Oui, j'arrive. Je vais dire les 3 groupes. Oui. Maintenant, il faut que chaque entreprise construise son propre dispositif de gouvernance. Donc, premier groupe, eux, ils construisent et puis les choses se passent bien. Ensuite, le deuxième groupe, c'est ceux qui mettent en place quelques éléments. C'est de façade, mais en réalité, qui n'appliquent pas la gouvernance. Et puis à ceux qui ne veulent pas du tout faire la gouvernance. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir, par exemple, un règlement intérieur ou quelques comités dans un conseil pour faire la gouvernance. C'est plus lourd que ça. Il faut construire tout un système avec des outils appropriés, toute une série de choses pour appliquer la gouvernance. On a des exemples qu'on ne peut pas citer, bien sûr, sur le plateau, d'organisations, d'entreprises qui ont adopté ça, qui ont construit, qui ont appliqué, qui fonctionnent très bien, qui sont devenus des modèles. Donc ça montre que ça réussit. Merci à vous, M. Traoré Bakary. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain 20h, retrouvez Hamza Diaby. Moi, je vous souhaite un excellent week-end et à lundi sur RTI 1.